Bonjour, de nouveau je vais faire une petite introduction sur le travail qu'on fait à l'université. On travaille notamment sur la critique des traductions littéraires et c'est parce que il y a beaucoup de retraductions, notamment après les années 90, et qu'il y a, une nécessité à trier un peu les retraductions qui coexistent et qui sont parues à des intervalles assez réduits de temps. Et comme on a déjà dit, on travaille avec notre travail se retrouve notamment dans la revue Atelier de traduction, où il y a des collaborations portant sur la critique des traductions. On travaille notamment sur les auteurs classiques pour voir quelle est la réception à travers la critique des traductions. Moi, personnellement, je travaillais sur un corpus formé des ouvrages de Stendhal et de Proust. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un segment de ma recherche, c'est-à-dire l'analyse du traitement des expressions idiomatiques dans les versions roumaines du rouge et le noir. Vous avez aussi un exemplier qui est notamment en roumain, mais c'est pour observer les traductions, les années de parution, mais aussi en simple regard, vous pouvez observer qu'il y a des changements assez importants et des différences assez grandes. Donc je vais commencer par une petite introduction dans l'histoire de la traduction et de la réception du rouge et le noir en roumain. Je continue par quelques précisions concernant les expressions idiomatiques et par la suite je vais analyser par un corpus assez réduit aujourd'hui sur la traduction des expressions idiomatiques et les stratégies envisagées par les différents traducteurs. Donc, comme vous voyez, la première traduction roumaine du rouge et le noir est parue en 1930. Cette année n'est pas très sûre. Par la suite, dans les années 50, déjà une retraduction. 59, la retraduction avec une majuscule, si l'on peut dire comme ça, puisqu'elle a eu 11 rééditions et que la plus récente est parue en 2003, sans pour autant qu'il y ait une révision du texte. Donc ça dit beaucoup, 50 années sans que l'auteur de la traduction, qui est mort bien sûr, n'ait pas pu revoir sa traduction. Et c'est la traduction la plus connue. Par la suite, il y a le travail de la traductrice roumaine dont je me suis occupée, donc Irina Mavrodin, qui en même temps hermeneute et traductrice, et qui prépare son travail de longue date. Il faut dire qu'elle a travaillé, elle vient de mourir il y a 2 années, elle a travaillé à son choix, donc c'est elle qui a vu un peu quels sont les ouvrages qui nécessitent, qui ont besoin d'une retraduction, et c'est elle qui a décidé, qui a fait un travail, elle ne faisait que ça, donc traduire, elle a préparé ça de longue date, et d'habitude son travail s'appuie aussi sur une critique des traductions précédentes. Et la dernière version qui coexiste avec la version d'Irina Mavrodin est la version de Doru Mareș, qui est parue dans le cadre d'un projet éditorial d'une société de presse. C'est un phénomène qui existe, je pense, notamment dans les pays de l'Est, mais peut-être pas seulement, c'est-à-dire des sociétés de presse qui, pour vendre leurs journaux, ajoutent aussi un petit bouquin, une traduction faite dans un délai très court, d'un ouvrage classique, mais qui a un aspect, il faut dire, très intéressant, c'est-à-dire en cuir en général. Donc la qualité du livre est très bonne, mais la qualité de la traduction est à discuter. Pour observer un peu le profil des traducteurs, si nous ignorons les détails concernant le premier traducteur, par la suite le deuxième, le retraducteur, Ion Marin Sadoveanu et Gelu Naum, sont les deux des personnalités marquantes de la littérature roumaine, ce qui n'est pas le cas pour le dernier traducteur, qui est professeur de français, mais notamment journaliste. Bon, Irina Mavrodin, comme je le disais, est un professionnel de la traduction et auteur d'une série impressionnante de versions de référence des ouvrages essentiels
de la littérature française, mais aussi francophone. Et ce qui est assez important aussi, elle développe en parallèle avec sa pratique une pratico-théorie, c'est-à-dire une réflexion sur son travail. Quant aux expressions idiomatiques, l'intérêt que j'ai porté à cet aspect a été, vient de nouveau d'un aspect qui tient à la littérature et non pas à la linguistique, c'est-à-dire dans l'ouvrage de Stendhal, on sait bien qu'il y a une polyphonie narrative et que cette polyphonie justement est rendue par des moyens linguistiques bien sûr. Et un des moyens qui m'a le plus intéressé pour ma recherche a été justement les expressions idiomatiques, qui sont considérées des locutions spécifiques à une langue et à une culture. Donc là, c'est vraiment impossible de travailler, d'avoir un traitement informatique de ces expressions, ou au moins je ne vois pas quelle serait la possibilité. Et donc, elles ont rarement un équivalent littéral et elles représentent des unités de forme et de sens. Souvent, comme l'observe Pierre Guiraud, elles s'écartent de la norme grammaticale et lexicale et ont un sens métaphorique, mais ont aussi un sens assez figé. Donc, à cela, on ajoute le fait que chaque auteur intervient aussi, ou peut intervenir, comme ce sera le cas pour Stendhal, et modifier un peu ses expressions. Donc, la tâche du traducteur devient encore plus difficile. Donc, pour l'analyse de la traduction des expressions idiomatiques, nous retenons notamment ce caractère indécomposable, leur emploi figuré, leur attachement à la culture source et aussi leur vulnérabilité. C'est comme ça que j'ai considéré qu'il faut appeler à travers le temps, c'est-à-dire elles sont soumises à un vieillissement plus vite que d'autres. Donc cela leur donne un caractère intraduisable, on pourrait dire, figé. Et les questions qu'on pourrait se poser sont quel dosage des expressions idiomatiques, quelle liberté du traducteur et quelle stratégie. Nous notons que dans notre analyse, nous avons considéré comme expression idiomatique, dans un sens large, toute expression qui est figée, tout groupe d'expressions qui sont considérées dans leur ensemble. Donc, j'ai déjà avancé l'idée qu'il y a une créativité de l'auteur, ce qui peut transformer les expressions et les rendre encore plus particulières. Voyons ce qui se passe dans le roman Le Rouge et le Noir. Donc, chez Stendhal, ces expressions acquièrent une nouvelle valeur. Quant à la tension entre les voix et la polyphonie, il faut mettre en évidence le fait qu'elle est souvent rendue par un style indirect, bien sûr par le style indirect libre, mais aussi par ses expressions, donc, qui acquièrent parfois, qui ont parfois un caractère du parler populaire, souvent. Qu'en est-il de la liberté du traducteur? Alors, lorsqu'il s'agit de la créativité de l'auteur ou d'une certaine intervention sur ces expressions, le traducteur a une certaine liberté. Et vous avez aussi sur l'exemplier une unité que j'ai tirée du roman. Donc, je cite, pour lui, il n'éprouvait que haine et horreur pour la haute société où il était admis à la vérité au bas bout de la table, ce qui explique peut-être la haine et l'horreur. Être admis au bas bout de la table, donc ça rend le statut de Julien dans la famille, mais l'expression française qui est couramment employée est être assis, être placé en bout de table. Donc elle acquiert une connotation plus générale, c'est chez Stendhal, donc être admis et non pas assis ou placé en bas bout de la table. Et ces deux variantes contribuent davantage à rendre le statut qui est précaire du personnage. Quant aux versions données par les traducteurs allemands, il y a en général des équivalences. Bon,
une expression équivalente n'existe pas, donc les traducteurs essaient d'en trouver une. Être affiprimit în la coadă mesei, ça veut dire être reçu en fait, en bout de table aussi. Donc si Gelunaum prend une certaine liberté et il utilise la construction a fi îngăduit, ce qui est vraiment particulier à la langue roumaine. Îngăduit, c'est un mot qu'on emploie pour être accepté. Et Irina Mavrodin fait la même chose. Doru Mareș, lui, donc le dernier traducteur, il prend une certaine liberté et il étoffe beaucoup le contenu, ajoutant une épithète au superlatif au plus éloigné bout de la table. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai considéré intéressant, c'est que ces expressions idiomatiques habillent un style assez dépourvu d'ornement dans le roman de Stendhal, qui n'aime pas du tout les épithètes et les éléments assez accessoires. Alors que ce style lapidaire est... donc Doru Mareș, le dernier traducteur, porte attente à ce style lapidaire. Les solutions envisagées par Gelunaum et Irina Mavrodin nous semblent les plus adéquates étant donné qu'elles gardent aussi une expression synthétique de l'original. Parce qu'il s'agit d'une ellipse dans des expressions employées par Stendhal. Souvent, on a affaire à des expressions populaires en roumain. Donc ça, c'est un problème que j'ai observé dans les versions, notamment dans la dernière version, mais aussi dans la deuxième. Le fait que les traducteurs utilisent souvent des expressions qui sont connotées, très connotées, et cela a comme effet le fait que le texte est annexé en quelque sorte à la culture roumaine, très roumanisée. On a même l'impression qu'on a affaire à un texte écrit par un auteur roumain. Donc là, j'ai donné un exemple. Un jour de la Saint-Louis, entre autres, M. Valenod tenait le dé chez M. de Rênal. Julien fut sur le point de se trahir. Donc, quant à la première expression, elle est assez particulière. La deuxième, c'est une expression qui apparemment ne donne pas de difficulté, mais là aussi, il y a des problèmes. Stendhal est, dans ce cas, Stendhal est elliptique, donc tenir le dé, c'est l'expression complète est tenir le dé de la conversation, c'est-à-dire tenir le premier rang de la conversation et y briller. George Dumitrescu et Gelunaum emploient l'expression donner, je traduis, donner le ton de la conversation qui rend d'une manière appropriée l'expression française, mais déclencheur sans suggérer la dominante de l'attitude de Valenod. La solution trouvée par Irina Mavrodin, soutenir la conversation, surprend cette dominante générale de la tenue de Valenod et respecte la construction lapidaire en même temps. Quant à Ion Marin Sadovan, donc le deuxième traducteur, il choisit une expression populaire, c'est souvent le cas chez lui, mais c'est normal en même temps pour l'époque où paraît la traduction, qui se caractérise par une trop grande oralité. Je traduis littéralement, c'est les invités regardaient dans la bouche de M. Valenod. Le dernier traducteur, il emploie une expression qui n'est pas courante en roumain, conduire la conversation. Quant à l'expression être sur le point 2, elle est traduite en général sans difficulté, comme je disais, mais il y a des problèmes quand même, donc l'emploi d'expressions qui ne passent pas facilement en roumain. Il y a, dans d'autres cas, des ajouts d'expressions idiomatiques, c'est souvent le cas, lorsqu'on traduit par des expressions très imagées et en même temps très annexées à la culture et à l'imaginaire roumain. Bon, quant aux conclusions, donc notre recherche, une thèse de doctorat, et nous a permis d'observer l'emploi de la traduction des expressions imagées et les particularités, les enjeux et même la stratégie des traducteurs.
Et nous avons observé que le style dépourvu d'ornement et la créativité en même temps dont fait preuve Stendhal n'a pas toujours un équivalent en rouman, c'est-à-dire soit les traducteurs étoffent beaucoup et annexent le texte à la culture roumaine, comme c'est souvent le cas, soit ils emploient des équivalents qui ne passent pas facilement en rouman. C'est-à-dire la traduction des expressions idiomatiques représente un problème dans le traitement du texte stendhalien. Notre conclusion est que le traducteur est censé garder la même proportion d'expressions et produire des effets analogues dans la langue et dans la culture cible. Quant à l'analyse des versions, nous avons vu que la deuxième version, datée historiquement, comporte le plus de problèmes concernant le dosage et le choix des expressions idiomatiques. Et le texte est, pour ainsi dire, transporté dans l'espace culturel roumain, populaire même. Il en est de même de la dernière version de Doru Maleș. La version qui nous a semblé le plus près de l'original est la version d'Irina Mavrodin, et nous considérons que c'est aussi parce qu'elle est le fruit d'une longue réflexion sur le style et l'écriture stendhalienne. Merci.